Et à toutes. Alain Frédéric Fernandez, je suis très heureux d'abord de vous présenter mes meilleurs voeux pour cette année 2016, on est encore en janvier, et puis pour vous accueillir pour cette première collégiale de l'année 2016 de l'AFEN, l'Association française pour la formation en entreprise et les usages du numérique. Alors je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, Alain Frédéric Fernandez. J'ai exercé un petit peu toutes les fonctions opérationnelles dans l'entreprise, je suis consultant depuis une douzaine d'années. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver tout un tas d'ouvrages que j'ai commis. N'en achetez aucun, ils sont tous obsolètes avec cette réforme qui est un véritable changement de société. Nous allons passer donc un peu moins d'une heure ensemble, jusqu'à 13h30 précise. Et je vais vous demander de faire un petit tour de table. Je crois que vous êtes à peu près 200 à nous regarder. Si chacun d'entre vous pouvait dire un petit mot dont je blague, bien entendu, on va rentrer dans le vif du sujet. Et je tiens à remercier l'équipe technique de la FEN qui nous permet de travailler dans de si bonnes conditions avec un écran de contrôle, un écran de monitoring, la visio pour que chacun d'entre vous soit à l'aise. Vous savez que vous pouvez à tout moment demander la parole, vous pouvez m'interrompre, vous pouvez m'envoyer des chats, des petits mails pour poser des questions. Tout ça est géré par l'équipe que je remercie une fois de plus. Alors, le sujet de la réunion d'aujourd'hui, c'est l'agenda 2016 du responsable de formation. Le responsable de formation a trois priorités et 9 actes à forte valeur ajoutée à mener en 2016. La première des priorités, eh bien, ce sont les échéances sociales et financières. Échéances sociales avec, entre autres, l'entretien professionnel et financière avec le fait que mathématiquement, les budgets formation ont été réduits de 0,3%, puisqu'on est passé de, non pas de 1,6 à 1%, comme vous le savez, mais on est passé de 0,7 de contribution obligatoire à 1%, ce qui a mathématiquement enlevé, si on dépense la même chose que l'année dernière, 0,3% au plan de formation. Il va falloir donc trouver du financement. Ensuite, on va parler des pédagogies alternatives avec l'explosion de toutes les pédagogies, et d'ailleurs, le webinaire que nous suivons aujourd'hui, cette webclass, est une façon de se former, de s'informer, et je remercie tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui. Et puis le troisième point, on parlera de l'ingénierie financière déployée, et j'essaierai de vous transmettre un maximum de conseils pour la négociation avec votre OPCA, et puis aussi pour bénéficier de financement au recrutement et à la formation. Voilà, je vois que pour l'instant, je n'ai pas de demande de prise de parole. Sachez que si vous prenez la parole, à ce moment-là, si vous avez une caméra, eh bien, les autres spectateurs pourront vous voir. Je commence donc par la mise en œuvre de l'entretien professionnel. Alors déjà, je voudrais vous rassurer, on aime bien se faire peur dans ce métier, et je me souviens lorsque le DIF est sorti, tout le monde avait très peur. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va nous coûter des milliards. Eh bien, il se passe la même chose pour l'entretien professionnel avec la pseudo-échéance du 6 mars 2016. Je vous le répète, je l'affirme, et j'ai le code devant moi. L'article 6315-1 dispose que dès lors qu'un salarié a 2 ans d'ancienneté, il doit se voir proposer un entretien professionnel. Eh bien, il aura 2 ans d'ancienneté le 6 mars 2016. Et il ne les aura pas avant, puisque la loi n'est pas rétroactive. Donc, puisque vos salariés auront 2 ans d'ancienneté le 6 mars 2016, c'est donc qu'à partir de là, vous serez obligé de leur proposer un entretien professionnel. Mais la loi ne nous dit pas au bout de combien de temps il faudra le proposer. C'est-à-dire, est-ce que vous avez 6 mois, 1 an pour réaliser cet entretien? Et puis, deuxièmement, elle ne nous dit pas s'il y a une mesure coercitive, c'est-à-dire une punition, pour ceux qui n'auraient pas fait tous les entretiens le 6 mars. Donc, rassurez-vous, calmez vos états-majors, calmez votre DRH, calmez vos managers, le 6 mars n'est pas une échéance. D'accord? Et puis, je vois mal
le 6 mars au matin, 4 millions de contrôleurs, je ne sais pas d'ailleurs où on les trouverait, si ça pourrait créer 4 millions d'emplois, 4 millions de contrôleurs débarquaient dans les entreprises en disant « Est-ce que vous avez fait l'entretien professionnel ?» Ah, petit conseil au passage, si l'un ou l'une d'entre vous utilise une nounou ou une femme de ménage, le conseil que je vous donne, c'est de lui faire passer un entretien professionnel. Si un jour vous aviez un litige au prud'homme, le fait d'avoir fait passer l'entretien professionnel vous exonérerez en quelque sorte de tout recours, puisque vous auriez eu cet entretien pour en discuter. Alors, ce qu'il y a comme risque, en dehors de cette agitation et du fait que nos chefs d'entreprise nous ont un peu bousculés et que les OPCA aussi nous ont forcés à avoir cette fausse échéance. Il y a un risque à 6 ans, c'est-à-dire qu'en 2020, si la loi reste en l'état, or il y aura quand même une réforme en 2019, si la loi reste en l'état, eh bien il y a le fameux parcours à 6 ans. Il faudra avoir la preuve qu'on a bien réalisé ces 3 entretiens. Donc vous voyez, on n'est pas obligé de courir après. Et le seul risque que vous pouvez rencontrer à partir du 6 mars, c'est que si vous avez un contentieux avec un salarié, bien entendu, les avocats savent où il y a quelque chose à grignoter, et la première chose qu'ils vont évoquer au prud'homme ou dans une autre instance, ce sera « est-ce que mon client a eu un entretien professionnel ?» Non, et c'est la raison pour laquelle il n'est pas content de sa mobilité, il n'est pas content de son salaire, de ses conditions de travail, il n'est pas content de sa formation, et il n'a pas pu parler de son projet professionnel. C'est la raison pour laquelle il y a ce contentieux. Donc, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est réaliser les entretiens professionnels dans l'ordre de risque représenté dans votre entreprise. Voilà donc pour le premier la première des 9 échéances de cette année. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Vous me prévenez à la technique s'il y a une question. Il n'y en a pas pour l'instant? Il y a une question. Alors d'accord. Et c'est quoi la question? Répétez la question. Donner la parole à la personne. Alors c'est Nadine Meunier, c'est ça? Absolument. Alors Nadine, est-ce que vous avez une question à nous poser en direct, justement sur ce premier chapitre? Peut-être un problème de connexion. Alors Nadine, vous avez la parole, mais apparemment, vous avez peut-être un problème de connexion. Nous vous recevons bien, mais vous n'apparaissez pas à l'écran et on n'entend pas le son. Bon, alors en attendant que Nadine éventuellement puisse se connecter ou nous parler, je vais passer à au deuxième acte à forte valeur ajoutée que vous devez réaliser. On va parler un petit peu du CPF. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que le CPF est en train d'échouer. Non pas sur le fond, parce que c'est un super beau dispositif, il est très bien conçu, il est bien géré, mais il est très très lourd pour y accéder. Il y a à peu près 12 000 titres ce matin, 12 000 certifications qui rentrent dans le cadre du CPF, qui sont, disons-le, CP-fiables. Et ces 12 000 titres, eh bien, il faut d'abord créer son compte à la Caisse des dépôts et consignations. Donc, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est inciter vos salariés à s'inscrire sur moncompteformation.gouv.fr. Ils n'ont droit à rien tant qu'ils ne sont pas inscrits sur ce compte. Donc le conseil que je vous donne à vous aussi, responsable de formation ou responsable d'OF, inscrivez-vous, ouvrez votre compte pour voir comment ça fonctionne. Et vous verrez que c'est assez compliqué, que le moteur de recherche n'est pas très très aisé, et surtout, il y a depuis le début de l'année 2015, 1 800 000 inscrits sur un potentiel de 26 millions. C'est-à-dire qu'à cette vitesse, il faudrait à peu près 15 ans pour que tout le monde s'inscrive. Et les plus motivés se sont déjà inscrits. Sur ce 1,8 million enlevé, les 400 000 fonctionnaires qui n'y ont pas droit, mais qui ont en quelque sorte anticipé le fait que le CPF pourrait arriver dans le secteur public. Et donc, c'est un véritable échec. Et préparez-vous de 2 façons. Gardez une extraction Excel de l'ensemble de votre personnel avec son nombre d'heures de diff, parce que la Caisse des dépôts pourra vous solliciter à un moment lorsqu'ils se rendront compte que les inscriptions ne se font pas assez vite. Et puis, deuxième point, préparez-vous à rééditer la lettre de janvier 2015, car on est en France, et vos salariés à qui vous avez envoyé cette lettre avec leur solde de diff l'ont peut-être déjà pour la moitié d'entre eux perdu, égaré ou mal rangé, ce qui veut dire que lorsqu'ils demanderont la formation
Là, la Caisse des dépôts leur demandera une preuve et de scanner cette lettre. Et comme ils ne l'auront pas, bien, ils se retourneront vers vous un par un. Donc préparez-vous à répondre à ces questions. Bien entendu, le CPF peut être une bonne opération pour soulager le plan de formation. Par exemple, tout ce qui est bureautique, tout ce qui est informatique, tout ce qui est management de projet, même beaucoup de management, tout ce qui est langue, vous allez pouvoir le retrouver dans le CPF. Or, il n'est pas question de dire aux salariés, c'est à vous de prendre votre CPF pour vous former, mais de leur dire, le CPF, je le paye avec 0,2% de contribution obligatoire, et donc c'est pour que vous puissiez en bénéficier. Et il se reconstitue de 24 heures par an. Donc si vous voulez de l'anglais, si vous voulez du management de projet, si vous voulez de la bureautique, servez-vous de votre CPF. Et même mieux, vous pourriez leur dire, si vous voulez de l'anglais, au lieu d'en avoir 40 heures dans l'année, vous en voulez 70 heures, dans ce cas-là, ça devient une période de pro, ce que vous expliquera le site. Et ces 70 heures sont intégralement financées par le FPSPP, et donc l'OPCA va vous aider à les obtenir, puisque c'est de l'argent que l'OPCA n'aura pas besoin de rembourser. Donc retenez bien cette notion de CPF qui peut aider le plan de formation. Et rappelez-vous de l'argument, il ne s'agit pas que le salarié paye avec son CPF, le CPF c'est vous qui le payez, puisque chaque année vous versez 0,2%, ça représente quand même 1 milliard d'euros. Et il y a de l'argent sur le CPF, il faut en profiter pour ces 3 prochaines années, car tenez-vous bien, cette année il y a eu 200 000 dossiers de CPF qui ont été traités. 200 000 sur 24 millions, c'est-à-dire qu'il faudrait à peu près 100 ans pour que tout le monde ait bénéficié de son CPF. Alors, les communiqués de victoire du ministère du Travail sont assez pathétiques. 200 000 sur 20 millions, je répète, c'est 100 ans pour que tout le monde ait profité du CPF. On aura de très 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 vieux stagiaires à la fin du 21e siècle. Alors, dernier point, faites très très attention en ce qui concerne le plan catégorie 2. Transformez bien en CPF toutes les demandes de développement des compétences, car on n'a pas lu dans la loi, mais écrit en toute petite acrostiche sur le 6323-12, il est marqué, si vous offrez une formation de catégorie 2 sur votre plan de formation, c'est-à-dire développement des compétences, vous devrez systématiquement et avec chaque salarié établir une convention personnelle dans laquelle vous vous engagez, dans l'année qui suit la formation, à l'informer d'un poste qui se libérerait ou qui se créerait dans l'entreprise et qui mettrait en œuvre les compétences qu'il aura acquises au cours de cette formation. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de le choisir, vous pouvez choisir quelqu'un à l'extérieur ou quelqu'un d'autre à l'intérieur, mais ça veut dire que systématiquement, il va falloir écrire une convention avec chaque salarié pour des catégories 2, et ensuite le prévenir chaque fois qu'un poste se libère. C'est une usine à gaz, et donc je vous encourage à éviter de mettre la catégorie 2 dans votre plan de formation. Est-ce que quelqu'un veut poser une question autour de cette partie CPF ou un peu en amont sur le... Pardon, sur l'entretien professionnel? Alors si ce n'est pas le cas, je continue. Apparemment, vous semblez subjugué par le début de cette conférence. Je vais profiter donc de l'avantage. Information sur le conseil en évolution professionnelle. On vient d'inventer le dispositif le plus intelligent de l'histoire de la formation professionnelle. Un véritable changement de société. Un changement de société, je pèse mes mots. C'est vrai que depuis 1971, on dit aux salariés, formez-vous, et on dit aux entreprises, formez les salariés. Mais ce qu'on ne leur a pas dit, c'est pourquoi faire. Or, le conseil en évolution professionnelle, le CEP, c'est une façon de dire aux salariés, si vous n'avez pas de projet, ce n'est pas la peine de vous former. Si vous demandez un CPF, un compte personnel de formation, une formation, c'est parce que vous avez un projet derrière. Et c'est pour ça que toutes les formations sont certifiantes. Si vous demandez un CIF, c'est parce que vous avez un projet. Si vous demandez du plan de formation catégorie 1, c'est que là aussi, vous avez un projet de devenir meilleur, bien adapté, rester employable sur votre métier. Eh bien, dans tous les cas, aujourd'hui et l'avenir, même les périodes de professionnalisation qui doivent être certifiantes maintenant ou qualifiantes, eh bien, ça veut dire que dans l'avenir, sans projet, pas de formation. Et dans une génération, parce qu'il faut
c'est-à-dire que les choses vont assez lentement en France, dans une génération, chaque salarié devra avoir un projet. Et s'il n'a pas de projet, il en a au moins un, c'est de rester employable, c'est-à-dire de maîtriser ce qu'on appelle le socle commun, à minima, bien maîtriser la langue française et la langue anglaise pour les plus avancés, bien maîtriser la bureautique et Internet et les réseaux sociaux pour les plus avancés, et bien maîtriser le travail en équipe et le management pour les plus avancés. Donc voilà l'enjeu de ce CEP, de ce conseil en évolution professionnelle. Et bien entendu, vous savez que 5 opérateurs ont été choisis au départ. 5 opérateurs ont été choisis pour ce conseil. À mon avis, il y en a 3 que vous devez suivre. L'APEC, bien entendu, qui est en tête de file, qui fait même de la publicité sur ce conseil en évolution professionnelle. Il y a les fonds GESIF et il y a Cap Emploi. Il y en a 2 autres, ce sont les missions locales et Pôle emploi, qui pour l'instant ont d'autres chats à fouetter et surtout font face au tsunami des jeunes en décrochage et des demandeurs d'emploi. Donc ils ne seront pas prêts, ce qui veut dire qu'il va nous manquer 40 000 personnes pour animer ce conseil en évolution professionnelle. Si j'avais 20 ans de moins aujourd'hui, c'est le métier que j'aimerais faire, c'est le métier total. On parle d'emploi, de formation, de GPEC territorial, bref, où réellement on a une utilité dans cette lutte contre le chômage et dans l'employabilité de chacun de nos salariés. Donc ces 5 opérateurs vont rendre un grand service. Ils pourront recevoir n'importe qui sur rendez-vous pour leur enseigner. Alors leur enseigner, ce sera 80% de leur activité. Est-ce qu'il existe des formations dans ma région? Quels sont les métiers en tension? Est-ce qu'il y a du travail dans mon bassin d'emploi? Quelles sont les formations pour obtenir quelle certification? Qu'est-ce qu'il faut comme certification pour réaliser tel métier? Et surtout, est-ce qu'il y a un financement pour cette formation? Le deuxième niveau, bien, ce sera de construire le projet. Et à l'APEC, ils sont allés très très en avant puisqu'ils sont en train de spécialiser une équipe en matière d'ingénierie financière pour aider les 600 autres consultants que j'ai eu l'honneur de rencontrer au travers de ces webs. Ces 600 consultants qui sont motivés, qui veulent apporter ce service, aussi dans les fonds GESIF, où ils sont en train de très très bien se préparer. Le deuxième niveau, ce sera donc la construction d'un projet. Et lorsque la signature d'un conseiller en évolution professionnelle sera en bas d'un projet, ça veut dire que le projet est finançable. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et je suis étonné que notre président, en début de semaine, lorsqu'il a réalisé son discours sur la mobilisation contre le chômage, n'ait pas parlé du conseil en évolution professionnelle, car à quoi ça sert de former des chômeurs si en face, on n'a pas la bonne connaissance du marché de l'emploi, la bonne connaissance des formations nécessaires et des financements qui vont avec. Le troisième niveau de ce conseil en évolution professionnelle, ce sera le support, c'est-à-dire si je rencontre des difficultés dans le parcours que m'a construit mon conseiller, eh bien ce conseiller interviendra pour débloquer certaines situations. Pensez-y, envoyez vos salariés au conseiller en évolution professionnelle, c'est très 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 important et votre entreprise peut s'en servir. Elle peut s'en servir et passer un deal même avec un de ces 5 opérateurs pour qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier et que ces projets puissent être ou non accompagnés dans votre entreprise. Voilà la proposition que je vous fais. 2 questions. Oui. Peut-on faire un CPF sans que notre employeur soit au courant? Alors, oui. Alors, première question, est-ce qu'on peut réaliser un CPF sans que notre employeur soit au courant? Oui, bien entendu, avant. C'est-à-dire que la démarche se fait uniquement sur le site moncompteformation.gouv.fr. Je demande un CPF, la Caisse des dépôts vérifie que j'ai bien le nombre d'heures et que cette demande de formation rentre bien, a bien un code de CPF, qu'elle rentre bien dans la liste. C'est envoyé à l'OPCA et l'OPCA va trancher, c'est-à-dire l'OPCA va se dire je suis obligé de l'accorder, bien entendu, c'est une formation opposable. Et puis peut-être, dans ce cas précis, je peux même abonder un tout petit peu ou trouver quelqu'un qui va abonder, comme par exemple la Caisse nationale d'assurance vieillesse, si je suis un salarié soumis à la pénibilité et que je fais valoir mes points de formation. Donc, l'entreprise ne sera pas au courant. En revanche, en fin d'année, elle recevra un rapport nominatif pour indiquer, bien entendu, quels sont les salariés qui ont bénéficié d'un CPF et le nombre d'heures. Et uniquement ça comme information. Pourquoi? Eh bien parce que comme vous avez un bilan à 6 ans, lorsque un de vos salariés a réalisé du CPF, c'est quand même vous qui l'avez financé avec votre 0,2%. Et figurez-vous qu'en plus, l'avantage d'une formation CPF, c'est que c'est à la fois une formation et une démarche de certification.
vous atteignez ipso facto 2 des 3 critères du bilan à 6 ans. L'autre question? Comment faire pour obtenir un contrat pro de 70 heures si je n'ai que 24 ou 48 heures sur mon CPF? Alors, comment obtenir plutôt une période de pro, j'imagine, parce que le contrat pro, c'est lorsqu'on est pas salarié. Le contrat pro, on rentre dans une entreprise, donc j'imagine que c'est une période de pro de 70 heures. Alors, c'est facile, obtenir une période de pro de 70 heures, même si on ne les a pas, les heures. Vous avez d'abord votre solde de DIF qui fonctionne, et beaucoup de soldes de DIF sont aujourd'hui à 120 heures, et vous aurez cette année 24 heures de plus. Donc aujourd'hui, pour 90% des salariés français, il y a 144 heures. Si je n'ai pas les 70 heures et que je veux demander un abondement, eh bien je peux demander à mon entreprise de compléter, puisque de toute façon, ce n'est pas elle qui payera, c'est le FPSPP qui financera l'intégralité de ces heures de CPF. Donc, voilà une opportunité à saisir. Il y a d'autres questions? Bon, alors je continue avec les MOOC, accompagner les MOOC dans l'entreprise. Voilà encore un conseil pour 2016. Vous avez des catalogues de MOOC, alors bon, ils ne sont pas tous complètement référencés, il y a des MOOC qui sont plus discrets que d'autres. Vous avez le catalogue de la FUN, vous avez le catalogue des MOOC francophones. Il y a à peu près 400 MOOC aujourd'hui en France qui sont disponibles. Le MOOC, c'est le Massive Online Open Course. Cette formation, a priori gratuite, peut-être quelquefois on fait payer la certification, mais ces MOOC, il faut absolument que vous les référenciez, que vous les mettiez dans votre programme de formation et que vous puissiez les conseiller à certains de vos salariés, voire même leur proposer une sorte d'agreement qui vous permettrait à vous de faire passer tout le contenu théorique grâce au MOOC et d'accompagner ensuite le salarié dans un SPOC ou accompagner le salarié dans un coaching pour qu'il profite au maximum et qu'il adapte en quelque sorte ce MOOC à votre entreprise. Ça peut même être collectif. Si vous avez une dizaine de managers à former ou à mobiler, eh bien la possibilité de leur faire suivre d'abord un MOOC qui serait une première épreuve de sélection et les managers qui seraient certifiés, donc qui auraient été assidus, pourraient ensuite assister à une formation qui serait financée par votre entreprise. Donc incitez vos salariés à le faire et customiser en quelque sorte à la suite ce MOOC. Alors, autre moyen de développer des formations à faible coût, eh bien, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est ce que vous êtes en train de suivre, une web class, au cours de laquelle je pourrais même vous diffuser un PowerPoint, en plus de simplement mon image, hein, qui n'était pas très très intéressante. Je pourrais vous diffuser un PowerPoint. Sachez que si vous réalisez une formation, même d'1 heure, via une web, elle est imputable. Vous avez parfaitement le droit de vous la faire rembourser par votre OPCA. J'ai déjà eu à plusieurs reprises l'occasion d'intervenir auprès d'OPCA. Le décret du 20 août 2014 ne fixe pas de durée minimale sur une web class. Et pour tout vous dire, je suis intervenu récemment auprès d'une grande banque et même d'un grand opérateur du conseil en évolution professionnelle. Les formations duraient 1 heure et demie, elles ont toutes été imputées et remboursées, payées par l'OPCA. Donc ça permet de déployer en économisant et puis d'habituer vos salariés à des rendez-vous. Vous verrez, c'est notre première collégiale, mais vous allez vite devenir accro et vite demander à participer à d'autres collégiales, voire même d'en organiser vous-même avec vos équipes. On n'est pas vraiment dans la visio. La visio, c'est un dialogue. Là, c'est un exposé avec des questions que peuvent poser, bien sûr, les personnes qui sont de l'autre côté, les attendees, j'emploie le terme, et ça vous permet aussi d'enregistrer, de filmer et de pouvoir podcaster en quelque sorte cette intervention auprès de ceux qui n'étaient pas là. C'est ce que va faire la FEN. Pour tous ceux qui n'ont pas pu se connecter ce matin, ils vont avoir la possibilité de recevoir en podcast cette vidéo. Alors, il y a aussi de nouveaux concepts pédagogiques. Alors, ils sont très, très, très nombreux. Je voudrais vous en citer un parce qu'il pourrait vous intéresser et qu'en tout cas, c'est une offre que je voudrais faire à la FEN. Le concept staff, des situations de travail auto-formatrices, qui consiste à se dire, dans le fond, il y a certains domaines, comme par exemple l'ingénierie financière de la formation, qui est très complexe, il faut des années d'expertise. Eh bien, il n'y a peut-être pas besoin d'apprendre tout, mais avec une appli, on peut retrouver en 2-3 clics tel ou tel financement et le maîtriser. C'est la répétition de cette occurrence qui permet peut-être petit à petit d'emmagasiner et de s'approprier le système. Donc,
En fait, on inverse, on n'apprend pas a priori, on agit a priori, et à force d'agir et d'avoir une bonne méthode pour agir, eh bien, on s'approprie la connaissance. Alors, pour ceux que ça peut intéresser, si vous allez sur le site de Comundi, vous pourrez trouver une offre d'appli financière qui vous permet d'accéder à une centaine de financements de la formation professionnelle. Je ne vous en dis pas plus, jugez par vous-même. Peut-être deux questions. Oui. À quoi cela servirait-il de demander un remboursement de l'OPCA, d'un webinaire, si on a déjà dépassé son budget de formation sur le plan? Alors, si vous avez dépassé votre budget formation, effectivement, ça ne sert à rien de demander le remboursement pour l'OPCA. D'ailleurs, il n'y aura peut-être plus d'argent. Vous n'aurez peut-être pas versé votre plan de formation. Mais en tout cas, un webinaire, faites le calcul. Vous avez jusqu'à 15 personnes qui peuvent très confortablement regarder, dans une web class, bien sûr. 15-20 personnes maximum qui peuvent très confortablement regarder. 20 personnes qui sont sur leur poste de travail, qui n'ont pas eu de déplacement à réaliser. Donc, le total de la formation, c'est 1h30 de coût salarial. Alors que dans un autre cas, imaginez les transports, les déplacements, le temps qui n'a pas servi à la production, ça fait beaucoup réfléchir les managers. La web class permet de gagner beaucoup d'argent, d'économiser beaucoup d'argent sur le même point. Vous avez une deuxième question, vous m'avez dit? Absolument. Si le CPF est organisé hors du temps de travail, l'employeur ne peut pas tracer la formation réalisée. Alors, bien entendu, si le CPF est réalisé hors temps de travail, l'employeur ne peut pas tracer, mais bon, ce n'est pas bien grave, puisque de toute façon, il recevra un compte-rendu en fin d'année de l'OPCA qui lui dira de combien d'heures a bénéficié le salarié. C'est tout ce qui l'intéresse, il n'a pas à tenir les compteurs. Les compteurs sont tenus automatiquement par la Caisse des dépôts et consignations, qui décrémente les formations qui ont été accordées et qui incrémente grâce à la DNS, la nouvelle déclaration sociale qu'envoient les entreprises, et c'est comme ça que les compteurs seront tenus par la Caisse des dépôts et non plus par l'entreprise qui n'avait pas de valeur ajoutée. Alors je continue avec optimiser les aides au recrutement et à la formation, qui était le point clé. D'abord, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de recruter systématiquement en 2016 grâce à des contrats de professionnalisation. Recruter avec un contrat de professionnalisation, rien n'est plus simple. Vous pourriez recruter même un cadre supérieur en contrat de professionnalisation. Bien entendu, vous n'auriez pas l'amendement Fillon sur son salaire parce que son salaire serait beaucoup plus élevé. Mais dans tous les cas, vous auriez la possibilité d'avoir toutes les heures de formation, c'est-à-dire minimum 150 heures remboursées. Et sachez que dans un contrat pro, les 150 heures ne sont pas 150 heures de formation, mais 150 heures de positionnement, de formation, d'accompagnement, de tutorat, de stage et d'évaluation à la fin. C'est-à-dire qu'au total, si vous avez 30 heures de stage externe maximum, vous arrivez quand même à monter un contrat pro de 150 heures. Je vous encourage beaucoup à réfléchir à cette priorité parce que, prenons un cas, le cas extrême, le financement optimal, quelqu'un vient s'inscrire, vient travailler chez vous. Avant de travailler chez vous, vous lui demandez de s'inscrire à Pôle emploi. Là, il bénéficie d'une AFPR, une action de formation préalable au recrutement. Vous gagnez 1 500 euros. Ensuite, l'OPCA va vous verser 2 000 euros pour vous aider à construire votre contrat de professionnalisation. Pardon, Pôle emploi vous donne 2 000 euros de plus, ça fait déjà 3 500. L'OPCA va vous payer 150 heures entre 9,15 € et 17 €. Va vous payer la formation du tuteur et l'exercice du tutorat. L'exercice du tutorat, c'est-à-dire 230 € pendant 6 mois, c'est-à-dire 1 380 €. Et tenez-vous bien, si en plus le tuteur a plus de 45 ans, c'est 2 070 € qui vous sont versés. Au total, vous jouez pour chaque recrutement environ 10 500 €. Alors faites un calcul rapide dans votre bureau, là, en m'écoutant. Voyez combien de personnes vous avez recrutées en 2015, combien vous allez recruter en 2016. Multipliez ça par 10 520 € et vous verrez quel est le challenge pour cette année. Ce serait quand même dommage, dans ces temps de pénurie financière, de se priver de cette manne. Le conseil que je peux vous donner, c'est de rencontrer le DAP, le directeur de l'agence Pôle emploi le plus proche de chez vous, de façon à bien mettre au point avec lui ses aides, ses contrats pro, et bien entendu de faire la même chose avec votre OPCA. Cette ingénierie toute simple est une des 100 que vous pouvez réaliser, mais celle qui est sûrement la plus performante pour l'année 2016. Donc ne ratez pas ce rendez-vous financier en 2016.
Autre chose que vous pouvez faire, c'est faire la chasse au coût. Le cost killing, comme on dit en français maintenant, et qu'on appelait analyse de la valeur autrefois. Il est très très important pour vous de présenter un compte d'exploitation du service formation et non pas un budget. On a tendance à présenter le budget, c'est-à-dire combien on a dépensé, c'est-à-dire c'est ce que nous montre un peu la 2483, feu la 2483. On disait combien on avait versé de contributions obligatoires, combien on avait versé de conventions, les salaires, etc. On ne parlait pas de recettes. Or, il y a des recettes en formation. Tout ce que l'OPCA vous rembourse, ce sont des recettes. Il faut donc que vous vérifiez bien et que votre OPCA fasse son service normal, c'est-à-dire en fin d'année, vous envoie la totalité des remboursements qu'il a effectués sur des périodes de pro, sur des contrats pro, les abondements OPCA, les abondements CPF, les actions collectives qui sont gratuites pour les entreprises de moins de 50 et qui coûtent 3 francs 6 sous, c'est-à-dire entre 50 et 100 euros pour les entreprises de taille plus importante. Donc, montrez tout l'argent qui rentre. Les exonérations de charges fiscales lorsque vous recrutez avec l'amendement Fillon sur les contrats pro, les aides du conseil régional quand vous réalisez des contrats d'apprentissage. Bref, il y a d'un côté des recettes et de l'autre côté des dépenses. Eh bien, votre direction financière sera très sensible à votre démarche si au lieu d'être un centre de coût, vous êtes un centre de profit. Ça ne veut pas dire que vous faites du bénéfice, mais ça veut dire que vous n'avez pas coûté 100, vous avez coûté 100 moins ce que vous avez fait rentrer, et quelquefois votre directeur financier aura la bonne surprise de savoir que vous n'avez pas dépensé 100 en formation, mais que vous n'avez dépensé que 70, ce qui change tout. Ce qui veut dire qu'après vous êtes dans la cour des grands et vous parlez de centre de profit avec votre directeur financier, ce qui vous permet d'avoir cette crédibilité, alors que si vous êtes simplement un centre de coûts, la première démarche que l'on fait avec un centre de coûts, c'est de réduire les coûts. Vous avez donc le choix en 2016. Donc, pensez à négocier avec votre direction financière. Et alors, le point sur lequel je voudrais vous appeler, avant qu'on fasse un débat très très large là-dessus, ou que vous me posiez encore d'autres questions, je ne sais pas s'il y a des questions en attendant. Non, d'accord. Donc, si vous avez d'autres questions, c'est le moment de les déclencher. La négociation avec votre OPCA, ne la faites jamais au fil de l'eau. Si vous négociez au fil de l'eau, très rapidement, votre OPCA va couper les robinets. Pourquoi? Bien parce qu'un OPCA est payé non seulement sur la collecte, mais il est payé sur le décaissement. Il ne peut pas attendre le bon vouloir des entreprises pour risquer de se retrouver avec trop d'argent en fin d'année, donc il engage, il provisionne en quelque sorte. Vous avez donc intérêt à négocier en début d'année, voire même en fin d'année précédente, toutes les aides de votre OPCA, en prenant votre plan et toutes les actions que vous voulez mener, peut-être même sur un document Excel, et ligne par ligne, discuter avec votre conseiller OPCA sur les accompagnements, sur les aides qu'il peut vous apporter. Et quelquefois, vous aurez la surprise de constater que tel ou tel stage, d'ailleurs que vous avez calé du côté CPF plutôt que de le garder dans le plan de formation, tel autre stage pourra quand même être accompagné dans le cadre d'un contrat pro, d'une période de pro, d'actions collectives, etc. Les aides de l'OPCA sont très 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 nombreuses et sachez qu'ils ont intérêt à nous verser de l'argent puisqu'ils sont financés aussi sur le décaissement. Il faut qu'il y reste 0 € dans les caisses. Donc les conseils que je pourrais vous donner en ce qui concerne votre OPCA cette année 2016, c'est de le rencontrer le plus tôt possible avec votre plan de formation détaillé et d'étudier ligne par ligne les aides que vous pourriez recevoir, en faire un document d'engagement réciproque et avec la possibilité pour vous, l'engagement que vous prenez, de prévenir votre OPCA chaque fois que vous savez que telle ou telle formation n'aura pas lieu ou que tel ou tel financement n'aura pas besoin d'être mobilisé, c'est de les prévenir pour qu'ils puissent les engager ailleurs. Mais si vous attendez au jour le jour, au fil de l'eau, dès le mois de juin, juillet, il n'y a plus d'argent dans les caisses des OPCA. Et ça, vous êtes bien placé pour le savoir. Donc, négocier les contrats pro, les contrats pro, bien sûr, avec tous les recrutements que vous envisagez, les périodes de pro, l'accompagnement CPF, les actions collectives, ce sont des stages organisés et financés directement par l'OPCA, la POE, donc la préparation opérationnelle de l'emploi pour les salariés peu qualifiés que vous engagerez, l'AFPR pour tous les salariés que vous engageriez à Pôle emploi. L'AFPR, c'est l'action de formation préalable au recrutement. Même si un salarié est qualifié, il a peut-être besoin
d'un petit rafraîchissement en langue, d'un petit rafraîchissement en bureautique ou en informatique, et là, intérêt de mobiliser la FPR. Et puis, négocier aussi avec votre OPCA qui va être très, 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 très demandeur cette année parce que les recettes ont baissé, la collecte a baissé. Vous avez la possibilité de verser ce qui aurait été autrefois, ce qui représentait votre plan de formation. Si vous versez tout ou partie de votre plan de formation, voire même plus, et faites-le de façon progressive, demandez à votre OPCA combien il pourrait vous donner de mutualisation. Car n'oublions pas que toutes les petites entreprises sont encore soumises à une contribution plan de formation qui va de 0,4 à 0,1, que la plupart de ces petites entreprises n'utilisent pas l'argent et qu'il y aurait donc une manne à saisir pour vous en disant à votre OPCA, je vous verse tant d'argent qui représente mon plan de formation, voire même un peu plus, combien est-ce que vous me donnerez d'enveloppe de mutualisation et combien vous me prendrez de frais de gestion, sachant que les frais de gestion sur le plan de formation vont de 4 à 10%, et que, bien entendu, votre premier objectif, c'est d'être à 4, avant même qu'il vous supprime les frais de gestion. Donc, négociez votre plan de formation, vous pourrez obtenir justement une enveloppe de mutualisation, c'est-à-dire des sommes en plus pour votre plan de formation. Et sachez que vous avez la possibilité de mettre en concurrence votre OPCA, en ce qui concerne le plan de formation, avec les deux OPCA interpro que sont AGFOS PME et Opcalia. Il y a donc 3 OPCA auprès desquels vous pouvez faire cette démarche et puis voir quel est celui qui vous offrira le meilleur service, le coût de gestion le moins important et l'enveloppe de mutualisation la plus importante. Vous avez un vrai travail de financement de votre plan de formation à réaliser cette année. Je vous encourage vivement à le faire. Chaque centime sera le bienvenu dans la caisse de la formation parce que je pense que ce gouvernement et même le prochain nous réserve des petites surprises en matière de contribution formation quand ils verront que ça rapporte. Et puis alors, pensez-y avec votre OPCA, quand vous aurez épuisé toutes les lignes, quand vous aurez vu ligne par ligne comment ils peuvent vous accompagner, eh bien, vous pouvez encore leur dire, je vous verse aussi mon plan de formation, mais en plus, il y a un certain nombre d'opérations que je voudrais mener. Dites-moi si vous pouvez aussi les accompagner, même si vous pensez qu'on a fait tout le tour de vos aides à vous, mais sachez que votre OPCA, c'est la porte ouverte pour le FPSPP. Le FPSPP, les bœufs carottes des OPCA, hein, bien sûr. Le FPSPP a des financements. Ils ont 1 milliard d'euros à donner pour vos personnels qui ont plus de 45 ans, pour les femmes, pour les peu qualifiés, si vous avez du personnel que vous mettez en chômage technique, etc., etc. Il y a des formations entièrement financées. Et c'est l'OPCA qui négocie auprès du FPSPP ces sommes. Il y a aussi, l'OPCA est aussi la porte d'ouverture vers le FSE, les fonds européens. L'OPCA négocie avec la région ce qu'on appelle des COM, des conventions d'objectifs et de moyens. Donc, ces conventions d'objectifs et de moyens, dont il ne vous parle pas parce que vous ne lui en parlez pas non plus, et puis parce que le conseiller a beaucoup de clients à visiter et qu'ils ne sont pas assez nombreux, eh bien, parlez-lui et dites-lui, qu'est-ce que vous avez comme COM? Est-ce que la région a prévu des dispositifs dans lesquels je pourrais entrer ou dans lesquels mes salariés seraient éligibles? Vous avez donc comme ça, je répète, une centaine de pistes de financement. N'hésitez pas à les mettre en œuvre. L'année 2016 va être l'année du responsable de formation financier, du responsable de formation chef de projet et du responsable de formation pédagogue avec les nouvelles alternatives pédagogiques. Vous voyez que le programme de 2016 est bien chargé. J'ai terminé mon exposé. Il y a une question, oui, alors je vous écoute. Quels sont les avantages en 2016 de créer une école interne ou un centre de formation interne? Oui. Alors, il y a un avantage financier, un avantage juridique et un avantage psychologique. Et donc un avantage social, on va dire, un avantage que je vais pouvoir marketer. L'avantage juridique, c'est que je vais pouvoir récupérer un certain nombre de sommes dédiées à la formation qui vont être directement versées à ce centre de profit. Il y a de très très grands groupes industriels qui ont créé leur propre centre de formation et qui non seulement captent en quelque sorte comme ça l'argent de la formation, mais en plus peuvent vendre des prestations à l'extérieur. On n'a pas parfaitement le droit de vendre des prestations à l'extérieur. À ce moment-là, bien sûr, il faudra avoir un numéro de dispensateur de formation. Et à partir du 1er janvier 2017, il faudra être certifié. Oui, il y a un enjeu très important au 1er janvier 2017, et vous avez 11 mois pour vous préparer, je parle aux organismes de formation. Tous les organismes de formation devront être certifiés.
certifié au PQF ou certifié ISO, AFNOR, etc., etc. Vous choisirez votre certification, mais elle sera obligatoire pour pouvoir accéder à des financements publics. Ensuite, donc l'avantage est financier. L'avantage est juridique parce que vous aurez constitué une équipe identifiée et donc vous pourrez même organiser des périodes de pro ou des contrats pro en interne et votre cas vous reconnaîtra puisque vous aurez formellement identifié les formateurs et les domaines de formation dans lesquels vous intervenez. Et puis, un avantage social et psychologique qui est très important, c'est-à-dire que vous allez mobiliser des formateurs internes, des experts internes pour transmettre leur savoir. Et alors surtout, conseil, ne commettez pas l'erreur de transformer vos seniors en experts qui transmettent. Les experts peuvent avoir 20 ans, comme ils peuvent avoir 65 ans. Ne créez pas une charrette de vieux chargés de transmettre leur expérience, créez un char conquérant et dominateur d'experts de tous âges dans votre entreprise qui vont transmettre leurs compétences. Et ce qui est très très important, c'est que vos savoir-faire sont plus importants que ceux que pourrait vous apporter un cabinet externe. Parce que vos savoir-faire, ils sont contextualisés, ils vivent de votre expérience, de votre culture. Et lorsqu'un formateur interne qui a été bien formé, qui est bien encadré, à qui on donne des moyens pédagogiques, que l'on soutient, eh bien, on a une formation qui a beaucoup d'allure et surtout qui crée du sens, et qui fait que cette formation enrichit l'entreprise et chacun de ses salariés. Donc, bien sûr, je vous encourage à créer une académie interne ou un centre de formation interne, tout simplement. La différence entre l'académie et le centre de formation, c'est que le centre de formation est plutôt fonctionnel, il a un catalogue, il a des formateurs, il récupère de l'argent de la formation, alors que l'académie peut avoir un aspect un peu culturel. On peut travailler sur des hauts potentiels, on peut travailler sur des plans de remplacement, on peut faire passer la culture de l'entreprise, on peut inviter des consultants ou des orateurs externes. Bref, on peut donner une certaine vie et en même temps faire une partie de l'image de marque de l'entreprise, une partie de la marque employeur au travers de cette université. Une question de Nathalie. Oui. Au sujet des écoles internes, est-il possible de faire élire des formations aux certifications éligibles au CPF? Alors, tout est possible. Et il y a une seule démarche en ce moment, c'est de s'adresser à Centrinfo. Centrinfo a créé un produit justement pour la certification. C'est-à-dire que si vous vous adressez à Centrinfo, que vous soyez un organisme de formation ou un centre interne à une entreprise, eh bien Centrinfo vous aide à construire votre programme pour qu'il soit CP-fiable et ensuite à vous trouver l'autorité légitime qui peut être le CREFOP, le CNEFOP, qui peut être la région, qui peut être une autre autorité et qui permettent de certifier cette formation. Donc, à terme, on pourra dire que tous les organismes qui voudront se donner les moyens et toutes les académies internes qui voudront se donner les moyens, en s'adressant au centre info en attendant que ce marché devienne commun, pour l'instant, Centre Info réalise cette démarche de A jusqu'à Z. Donc, je vous encourage à prendre contact avec eux. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, apparemment, on n'a pas d'autres questions. Est-ce que quelqu'un veut envoyer un mail? Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous aimeriez que j'insiste? On a dit beaucoup de choses, en particulier autour du financement, mais rappelez-vous les points clés de votre action cette année. Si je résume, votre action cette année, elle va être essentiellement sur 9 points. Ne pas succomber aux sirènes, aux alarmes qui vous disent qu'il y a une échéance du 6 mars 2016 sur l'entretien professionnel. Prenez votre temps, réalisez un véritable entretien professionnel et puis ne vous découragez pas. Tout le monde n'a pas un projet professionnel. J'ai une statistique sur les 2000 derniers entretiens dont j'ai entendu parler, soit parce qu'on les externalise, soit parce que mes clients les ont réalisés. Sur 2000 entretiens, on a eu 2% de projets professionnels. C'est-à-dire 40 personnes sur 2000. Donc si vous avez une centaine de salariés, si vous avez 2 salariés qui ont un projet, ce sera déjà dans la moyenne. Donc pas d'affolement là-dessus. Prenez votre temps, trouvez un bon support et puis surtout ne perdez pas. Si vous pouvez au moins l'enregistrer, ne serait-ce que sur Excel, l'idéal étant bien sûr d'avoir dans votre SI RH un module entretien professionnel, bien il faut garder ça en mémoire parce que
Ce n'est pas la peine de refaire les mêmes entretiens tous les 2 ans ou chaque fois qu'une personne revient. Tiens, entre parenthèses, il y a une urgence. Il n'y a pas l'urgence du 6 mars, mais en revanche, chaque fois qu'un de vos salariés ou une de vos salariés revient d'un des congés suivants, vous devez le plus vite possible lui proposer un entretien professionnel, car s'il y avait le moindre litige avec ce salarié, vous seriez certain de perdre au prud'homme. Alors, quels sont les congés exceptionnels au retour desquels vous devez proposer automatiquement un entretien professionnel? Eh bien, c'est le congé maladie longue durée, c'est un congé maternité, un congé parental, un congé d'adoption, un congé sans solde. Ça peut être aussi la fin d'une période à temps partiel ou ça peut être la fin d'un mandat syndical. Dès qu'un de vos salariés, alors reprenez l'article 63.15 pour avoir une liste exacte, 63.15-1, dès lors qu'un de vos salariés revient d'un de ses congés, vous devez le plus vite possible lui proposer cet entretien parce que, si je répète, s'il commettait la moindre faute, ou même engageant la responsabilité de votre entreprise, vous ne pourriez rien reprocher à ce salarié dès lors qu'il n'aurait pas eu encore son entretien de retour. Donc l'entretien professionnel, pensez à avoir une véritable politique de CPF, et avoir une politique de CPF, c'est passer un accord avec vos partenaires sociaux, et passer un accord avec les partenaires sociaux, ce n'est pas des mois de discussion, c'est quelques lignes que vous écrivez d'avance pour fixer le cadre, et vous demandez à vos partenaires sociaux s'ils sont prêts à signer. Et ils seront prêts à signer dès lors que vous abondez, c'est-à-dire vous pourriez dire, pour tel type de salarié, qui a toujours été un peu maintenu loin de la formation, pour tel type de personnes qui sont en difficulté, pour tel type de salarié, par exemple, qui n'est pas de diplôme suffisant, on peut dire qu'on est sous-qualifié dès lors qu'on n'a pas au minimum un bac+2 ou un bac pro. Vous pourriez dire pour tel type de formation, eh bien nous sommes prêts à abonder, c'est-à-dire à permettre que ce CPF se déroule dans le temps de travail. Voire, s'il se déroule hors temps de travail, nous sommes prêts à abonder en heures pour que la personne puisse avoir un CPF plus important et si elle n'a pas assez d'heures. Donc, ayez une véritable politique de CPF et surtout, ne réalisez aucune formation en plan de formation catégorie 2, remplacez-le et ne cédez pas, remplacez-le par le CPF. Je vous rappelle que c'est l'entreprise qui paye le CPF, ce n'est pas le salarié. Bon, deuxième point, travailler sur les pédagogies alternatives pour déployer beaucoup plus largement. Et enfin, le troisième point, c'est l'année de l'ingénierie financière. Pensez à vous former ou à vous informer en matière d'ingénierie financière. C'est vraiment le moment et votre direction financière et votre direction générale sera très sensible à ce que vous deveniez un centre de profit et pas simplement un centre de coût. Voilà, j'ai terminé mon intervention. Deux questions. Il y a deux questions. Les écoles internes peuvent-elles faire des formations avec leurs partenaires? Avec leurs partenaires, vous voulez dire avec les partenaires fournisseurs? Oui, alors on peut absolument. N'oubliez pas que lorsqu'une formation est gratuite, elle coûte beaucoup d'argent, alors que lorsqu'elle est payante, elle ne coûte rien. Si un de vos fournisseurs fait à l'intérieur de votre école interne une formation gratuite, d'abord, elle ne rentre pas dans la formation. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de feuille de présence, il n'y a pas d'attestation. Bref, on ne sécurise pas le parcours professionnel du salarié. Dès lors que cette formation est payante, c'est-à-dire que votre fournisseur a un numéro de dispensateur de formation, il peut venir déployer ces formations dans votre centre de formation. La formation est payante et ça fait du bénéfice pour votre centre de formation. Et elle est payante, bien entendu, sous la forme que vous allez déclarer, en particulier des salaires des personnes qui sont formées. Et vous aurez toutes les conditions pour que cette formation soit imputable, c'est-à-dire qu'il y aura un programme, il y aura des objectifs, une feuille de présence, une évaluation finale et un dispositif pédagogique avec un formateur. Je rappelle que pour qu'un formateur soit reconnu, avant la certification bien sûr du 1er janvier 2007, pour qu'un formateur soit reconnu, il faut qu'il ait 3 ans d'ancienneté, non pas comme formateur, mais 3 ans d'ancienneté dans le métier qu'il enseigne, dans les techniques qu'il enseigne. Et ce n'est même pas 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, c'est 3 ans d'expérience professionnelle. Et il n'a pas besoin pour ça d'avoir été formé, bien que certains avocats insistent pour qu'il y ait eu une formation de formateur, qu'à cela ne tienne, de toute façon, c'est eux qui la financent jusqu'à 600 € par personne, c'est-à-dire 40 heures à 15 €. Si vous en avez plusieurs à former, c'est une opération rentable. L'autre question, c'est pouvez-vous préciser le point 2 sur le juridique?
Le point 2 sur le juridique, c'est-à-dire le point 2 sur le juridique, oui, en ce qui concerne la création d'un centre de formation, c'est important parce que vous allez pouvoir réellement capter les sommes qui ont été dépensées. Et d'ailleurs, vous avez même une obligation, quand vous créez un organisme interne, vous avez l'obligation au 30 avril du bilan pédagogique et financier. Ce qui veut dire que vous attestez en quelque sorte et vous retracez toutes les formations qui ont eu lieu. Vous êtes certain que vous n'oubliez rien et vous encouragez toutes les formations internes à être référencées et être notées sur votre bilan pédagogique et financier. Vous vous rendrez compte que pratiquement un tiers de la formation échappait jusqu'à ce jour à votre contrôle parce qu'elle était réalisée de façon un petit peu informelle. Le fait d'avoir un centre de formation interne est une façon de formaliser la totalité de l'effort de formation. Et la formation, ce n'est pas simplement des stages autour d'une table, ça peut être via la vidéo, mais ça peut être aussi sur le coin d'une table, ça peut être dans un accompagnement dans une voiture en visitant des clients. Le tout, c'est d'avoir un programme, une feuille de présence et une évaluation. Je voudrais bientôt prendre congé avec vous. Il est 13h20, congé de vous, pardon. Il est 13h24 et nous nous séparons à 13h30, dernier délai. Je voudrais vous transmettre les bons voeux de Stéphane Dibonne, notre président à tous, qui se dépense sans compter pour créer des événements et pour aider en quelque sorte la FEN à prendre son envol. C'est bien parti. C'est bien parti. Il y a beaucoup de demandes et surtout, il y a une bonne communication entre les adhérents eux-mêmes. Je voudrais vous renouveler mes voeux de bonne année, vous souhaiter une année fructueuse et bien entendu, via la FEN, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Vous aurez un retour sous 48 heures des questions que vous voudrez bien poser par mail. Bonne journée à tous et bonne continuation et bonne année 2016.